Bonjour Denis, entamons notre consolidation du manuscrit TVS-PVSP. Aujourd'hui, nous redéfinissons notre vision du vide. Dans notre modèle, le vide n'est pas un néant passif. L'espace est le contenant, mais le bulk est le contenu physique actif. Le champ fondamental y représente l'état local de ce bulk, sa contrainte, sa structuration et sa disponibilité inverse. Cet état produit différents canaux, de la résistance locale au seuil de transition jusqu'à la mesure finale des phénomènes. Pourquoi parler de vide contraignant? Parce que le bulk impose ses conditions dynamiques à tout ce qui s'y déroule. Il influence la gravité effective, la mémoire des configurations et même la propagation de nos signaux. C'est comme un nageur dans un courant dense. Le milieu lui-même dicte la difficulté de chaque mouvement. Nous avons posé les bases. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment cette contrainte réduit la disponibilité effective du vide. Nous avons vu que le champ état représente la contrainte locale du bulk. Mais quel est l'effet concret de cette contrainte sur l'espace? C'est ici qu'intervient la disponibilité, notée phi. Elle définit la capacité du bulk à accueillir des phénomènes physiques. La règle est simple. Plus l'état du bulk est contraint, moins sa disponibilité effective est élevée. État monte, phi descend. Notez bien que état est une grandeur sans dimension. Cela nous évite de la confondre avec une force ou une énergie classique. Imaginez un sablier encrassé. La contrainte interne réduit l'espace disponible pour que le sable circule librement. Le bulk n'est plus un simple réceptacle, il devient un contenu physique actif qui dicte ses propres limites. La disponibilité est la première clé. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la résistance locale du vide, aussi appelée CHU. Après la disponibilité, nous abordons la résistance locale du vide, notée S ou CHU. C'est l'indice de friction interne du bulk. Sa définition est simple. CHU est directement proportionnel à la contrainte état. Plus le vide est contraint, plus il résiste. Contrairement à la gravité, CHU est un canal scalaire. Il dépend uniquement de la valeur locale de état en un point donné. C'est une forme de viscosité intrinsèque. Elle ne vous tire pas dans une direction, mais elle s'oppose à tout changement d'état. Cette distinction est capitale. La résistance CHU ne doit jamais être confondue avec la gravité. L'un résiste, l'autre attire. Dans notre version normalisée, CHU est une grandeur pure, sans unité, nous permettant de comparer les systèmes entre eux. Le CHU pose le cadre de la résistance. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment le gradient de ce même bulk engendre la gravité. Nous avons vu CHU, la résistance locale, mais d'où vient l'attraction? Dans la TVS, la gravité est le canal vectoriel du modèle. Le potentiel gravitationnel effectif est directement lié à l'état du bulk. Plus état est élevé, plus le potentiel est intense. La gravité effective n'est pas une valeur fixe, c'est le gradient de état. Elle naît de la pente, de la variation locale de la contrainte. Sur une masse donnée, cette pente devient une force. L'objet est littéralement poussé par la dynamique du milieu. Imaginez une bille sur une pente. CHU est la résistance du revêtement, mais la gravité est l'inclinaison de la pente elle-même. Cette séparation est capitale. CHU résiste à l'action, tandis que le gradient de état crée l'action gravitationnelle. La gravité est désormais intégrée. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les différents régimes du bulk à travers les seuils UHU. La résistance locale ne reste pas toujours linéaire. Elle peut entrer dans différents régimes selon des seuils critiques. Nous définissons d'abord un seuil critique, SC. C'est la frontière où le bulk change de comportement. La fonction de transition TH décrit mathématiquement ce passage. Elle active le régime critique du bulk de manière progressive mais inéluctable. Cette loi décrit l'évolution du bulk parfaitement disponible jusqu'à la saturation extrême ou même l'état anti-saturé. C'est comme une vanne de pression. En dessous du seuil, tout est fluide. Au-delà, le milieu se durcit et change de nature. Attention, la loi UU n'est pas une loi de gravité. C'est une loi de seuil de la résistance interne du milieu lui-même. Les seuils sont posés. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons le mu, la véritable viscosité dynamique effective du vide. Après les seuils, nous arrivons au cœur de la dynamique, le mu du vide. C'est la viscosité dynamique effective de notre bulk. Sa formule est riche. Elle dépend d'un fond constant, des seuils de transition, des gradients de résistance et même de la mémoire passée. Chaque terme apporte sa nuance. La stabilité de base, l'activation critique, l'effet de bordure et l'influence de l'histoire du système. Attention, le mu n'est pas une simple résistance fluide. Il désigne une réponse dynamique globale, retard, déphasage ou perte de cohérence. Imaginez un mécanisme plongé dans une huile dense. Chaque mouvement est amorti, chaque réponse est modulée par l'état du milieu environnant.
C'est cette réponse effective qui définit comment la matière et les signaux interagissent réellement avec le vide structuré. Le mu du vide est notre moteur dynamique. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment chaque système physique y réagit différemment. Le mu du vide est universel, mais tous les systèmes physiques n'y réagissent pas de la même manière. Chacun possède sa propre sensibilité. Nous introduisons le coefficient chi qui définit la réponse du système I. La viscosité ressentie par la matière est proportionnelle à celle du vide. Que ce soit pour les photons, les horloges ou les plasmas, chaque phénomène a son propre degré d'interaction avec le milieu. Cette relation est capitale. Elle nous évite de supposer que le vide agit uniformément sur tout. La physique est une affaire de nuances. Même si un système semble insensible, cela ne détruit pas le modèle. Cela définit simplement une limite supérieure pour son coefficient. C'est comme un orchestre. Une même vibration traverse la pièce, mais chaque instrument résonne selon sa propre structure interne. Nous comprenons désormais la sélectivité de la matière. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons comment le bulk se régule grâce à son gardien. Le bulk ne peut pas accumuler les contraintes sans limite. Il possède une dynamique de relaxation. C'est le gardien du vide local. Ses fonctions sont claires. Il relaxe les tensions, stabilise le milieu et redistribue l'état de contrainte pour maintenir l'équilibre. Sur le mu, cette dynamique s'exprime par une équation de régulation qui lie le temps de relaxation au gradient et à la mémoire. Le champ état lui-même suit cette loi, tendant vers un état d'équilibre malgré les sources de matière et la diffusion spatiale. Imaginez un régulateur automatique. Dès qu'une perturbation survient, le gardien ramène doucement le système vers sa configuration optimale. Le gardien n'est pas une force mystérieuse. C'est une équation effective de régulation intégrée à la structure même du bulk. L'équilibre est préservé. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment les effets du bulk se répartissent entre différents canaux de compensation. Une contrainte passée ne disparaît jamais totalement. Elle laisse une trace dynamique dans le milieu. C'est la mémoire d'Ennis, notée M-Cieux. Cette mémoire est une convolution de l'histoire des configurations. Le bulk n'est pas seulement un état présent, c'est une accumulation de son passé. Le noyau K définit comment l'influence d'un événement s'estompe avec le temps. C'est la signature de la relaxation mémorielle du vide. La mémoire. Dennis intervient partout. Elle module la viscosité, affecte la propagation Carmen et influence la précision de nos mesures. C'est comme un ressort à mémoire de forme. Après une tension, le matériau garde le souvenir de la force subie avant de retrouver doucement son équilibre. En reliant la dynamique actuelle à l'histoire des configurations, Dennis nous offre une vision temporelle profonde de la physique du vide. Le passé est désormais lié au présent. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment tous ces effets se répartissent dans les canaux de compensation. Les effets du bulk ne sont pas isolés, ils se répartissent entre différents canaux de compensation pour maintenir une forme de conservation. Cette relation décrit une conservation effective de la contrainte, de la cohérence ou de ce que nous appelons la reconstructibilité du vide. Le premier est le canal statique, défini par l'état I, la résistance Chu et la disponibilité Phi. C'est l'assise du modèle. Vient ensuite le canal dynamique, porté par les mu, où s'exprime la viscosité effective du milieu et de la matière. Enfin, les canaux de propagation Carmen et de mémoire Dennis complètent l'équilibre, reliant l'espace et le temps. C'est un jeu de vases communicants. Une contrainte dans un canal doit être compensée par une réponse dans les autres. L'édifice est complet. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans les détails de la loi Carmen et de la perte de reconstructibilité. Un signal qui traverse le bulk n'en ressort pas indemne. La loi Carmen décrit cette perte cumulative de ce que nous appelons la reconstructibilité. Le facteur Cc mesure la capacité du signal à être reconstruit après un trajet L. C'est une mesure de l'intégrité de l'information physique. L'indice de perte lambda dépend de tout l'état du bulk, sa contrainte, sa viscosité, sa mémoire et même ses seuils critiques. Si Cc vaut 1, la reconstruction est parfaite, mais dès qu'il chute, le signal devient plus difficile à interpréter par nos instruments. C'est comme un phare dans le brouillard, la source est là, mais le milieu disperse l'information, rendant la perception de plus en plus incertaine. Conséquence directe, un signal émis bleu peut être reconstruit à plus basse fréquence, devenant rouge. Ce n'est pas la source qui change, mais sa reconstruction. La propagation Carmen redéfinit nos mesures lointaines. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment elle se compense avec la mémoire Dennis. Maintenant que nous connaissons la perte de reconstructibilité, voyons comment le système s'équilibre. C'est la compensation Carmen-Dennis.
La relation centrale est sans équivoque. La fréquence émise est la somme exacte de la fréquence reçue et de la fréquence compensée par le milieu. La fréquence que nous recevons réellement est le produit de l'émission par le facteur de reconstructibilité de Karman. C'est notre signal mesurable. Ce qui manque à la réception n'est pas perdu. C'est la fréquence compensée, capturée par la dynamique interne du vide structuré. C'est une balance parfaite. Si le milieu, Karman, prélève davantage de reconstructibilité, la réception diminue au profit de la compensation. Cette vision unifiée permet de comprendre que le décalage observé est une redistribution d'état plutôt qu'une simple disparition d'énergie. La compensation est le lien manquant. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons l'effet CP, la signature spectrale de ce voyage dans le bulk. Nous arrivons à la signature finale, l'effet CP, ou Casilda-Pacheco. C'est la trace spectrale laissée par le bulk sur chaque signal. Nous définissons un décalage spécifique, le redshift TVS. Il exprime le rapport entre la fréquence émise et la fréquence reconstruite. Ce décalage est l'inverse exact de la reconstructibilité de Karman. Plus le signal peine à être reconstruit, plus il semble décalé vers le rouge. La relation avec le redshift standard est une multiplication. CP ne remplace pas l'expansion, il apporte une correction spectrale liée au milieu. C'est comme regarder à travers une lentille déformante, l'objet ne s'éloigne pas forcément, mais le milieu de propagation modifie la perception de sa couleur. Cette prudence est essentielle. La TVS ne rejette pas les acquis, elle les complète en intégrant la dynamique du vide structuré. Le voyage spectral s'achève. Dans la prochaine vidéo, nous synthétiserons tout notre parcours sur la carte générale de la TVS. Nous avons exploré chaque pièce du puzzle. Il est temps de contempler l'édifice complet, la carte générale de notre physique dynamique. La branche principale décrit le cœur de l'action. Comment le bulk engendre le champ état, dont le gradient produit la gravité effective. La branche de fermeture assure la cohérence, elle relie la contrainte à la résistance, à la dynamique et enfin à la reconstruction instrumentale. C'est une chaîne continue. De la source de matière jusqu'à l'observation finale, chaque étape est désormais modélisée et reliée. Cette vision unifiée ne remplace pas la physique classique, elle l'ancre dans la réalité dynamique d'un vide qui n'est plus jamais passif. Nous avons achevé cette introduction. Les fondations sont solides pour aborder les développements techniques du manuscrit. Et comme vous aimez le dire, c'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci Denis.